C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la question, c'est-à-dire quand on se pose des questions. Cette espèce de mécanique-là, j'aimerais qu'on l'explore un peu. La dynamique psychique de la question, alors? Oui, d'accord. Donc, comment fonctionne le psychisme par rapport à la question Bon, ou aux questions? Oui, le phénomène de la question, donc, résulte d'un ombrage dans le psychisme, c'est-à-dire que il résulte donc de l'absence de la lumière de l'esprit au niveau d'un sujet qui nous occupe. OK. Si, par exemple, je demande qu'est-ce qui détermine l'équilibre du système écologique marin sur la Terre? OK. Donc, ce que je fais lorsque je me pose cette question, c'est que j'énonce par les mots de cette question le contour d'un ombrage dans mon psychisme. Quel est cet ombrage? C'est l'ignorance, parce que c'est l'absence de la lumière qui est intelligence. OK. Donc, étant dans l'absence de la lumière, au niveau de ce qui détermine l'équilibre écologique marin sur la Terre, je pose la question, qu'est-ce qui détermine l'équilibre écologique sur la Terre? Donc, je pose cette question parce qu'il y a cet ombrage dans mon psychisme. Et comment cet ombrage est-il constitué? C'est que le psychisme humain en général fonctionne sur la base de la circulation de l'énergie, la circulation donc de la lumière qui vient du fond du cosmos à travers les différentes dimensions de l'humain qui traverse son âme là où est habituellement interceptée cette lumière pour ensuite briller jusque dans son ego, dans sa manifestation individuelle qu'on appelle souvent la personnalité, et ensuite qui devient projeté dans la matière et qui devient ce qu'on appelle les événements de la vie. OK. Ça, c'est le fonctionnement psychique de l'humain dans son ensemble. Donc, comme vous avez sûrement remarqué, j'ai mentionné qu'il y a une interception de cette lumière au niveau des formes du plan astral parce que l'âme humaine est collée à un ensemble de formes astrales qui représentent les croyances de l'individu. Mm-hmm. Donc, un individu qui pense ne peut penser que s'il croit. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui pense a nécessairement des croyances. S'il n'en avait pas, il ne penserait pas. OK. Il y aura un autre fonctionnement. Oui, son fonctionnement psychique serait différent. Donc, étant donné qu'il y a toutes sortes de formes auxquelles l'humain croit, à divers degrés, de diverses façons, ces formes collent à son âme et lorsque le rayon de sa lumière traverse ses corps, traversant son âme, il est intercepté par ces formes et donc il se fait ce truchement avec la lumière que l'on appelle la pensée. C'est-à-dire que la pensée chez l'humain résulte d'un phénomène qui ressemble énormément à la circulation de l'électricité dans une micropuce informatique, OK. mais en termes lumineux à travers l'ensemble des formes qui collent à son âme. OK. Donc, c'est un peu comme une puce, mais qui, au lieu d'être électronique, est optique. Et cette puce optique, si on veut, fait le traitement de l'information. Intéressant. Et faisant ce traitement d'information, elle prend donc la lumière qui est intelligence et la module, la colore, lui impose des distorsions, la moule, la tord, lui donne toutes sortes de faux plis, si on veut, pour la moduler en une façon qui convienne de ceux qui contrôlent ces formes. OK. Donc, c'est pour eux que l'humain pense. L'humain ne pense pas pour lui. OK. L'humain pense pour les entités sur le plan astral qui contrôlent ces formes. Quand vous dites « pense pour eux », oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain croit que c'est lui qui pense, mais ce n'est pas lui qui pense. L'énergie de la pensée vient du fond du cosmos. C'est ce qu'on appelle la lumière psychique. Et cette lumière est interceptée par des formes qui sont sous la gestion des entités sur le plan astral.
Mais ce sont ces entités qui modulent la lumière de l'humain pour lui donner la forme qu'elle a lorsqu'elle s'enregistre dans son psychisme en tant que pensée. OK. Donc, si par exemple, un être a une pensée qui dit « Ah, j'ai mal agi, je n'aurais pas dû dire ça », mais au fond, ce n'est pas lui qui pense ça, ce sont des entités qui manipulent les formes, qui collent à son âme, qui lui impriment cette pensée dans la conscience, et c'est cet être qui, pensant « je n'aurais jamais dû faire ça », là, il va ressentir la culpabilité, par exemple. Donc, toute la pensée réflexive de l'humain, essentiellement toute la pensée, est réflexive. Donc, la pensée réflexive de l'humain résulte de ce phénomène. Donc, l'humain ne pense pas pour lui, il pense pour les entités. En fait, l'humain ne pense pas, mais bon, les pensées servent les entités, elles ne servent pas l'humain. Mais ces pensées, donc, résultent d'un traitement de l'information qui, comme je dis, ressemble au traitement d'une puce informatique, mais qui est optique et qui se produit au niveau du corps astral et des formes qui collent à ce corps. Et donc, les entités ont beau jeu de traficoter cette micropuce optique, si on veut, qui colle à l'âme de l'humain pour qu'elle traite l'information d'une façon qui leur est bénéfique, mais qui cause énormément de problèmes chez l'humain. Mais ça, elles s'en foutent. Elles aiment les problèmes chez l'humain, donc elles ne vont pas les régler. Et ainsi, un de ces problèmes, c'est le manque d'information, c'est-à-dire le manque d'intelligence, c'est-à-dire l'impureté de la lumière. Parce que cette lumière, elle est salie, elle est tordue, on lui impose toutes sortes d'opérations dans ce traitement. Alors que si elle était pure, ben l'humain saurait tout. OK. Il n'y aurait pas de question en tant que telle. Il n'aurait pas de question, il n'aurait même pas de pensée, et il saurait tout. Donc, je peux dire ceci non pas parce que je l'ai appris par cœur ou que, bon, quelqu'un l'a déjà dit, je l'ai vécu. OK. Donc, un accès au savoir instantané. Instantané, absolu et parfait. OK. Vous dites que vous l'avez déjà eu. Est-ce que vous l'avez toujours? Non, je ne l'ai plus. OK. Ceci fait partie d'un de mes nombreux et gigantesques sacrifices pour pouvoir amener à l'humain ce qu'il doit savoir afin d'arracher de son psychisme tout ce qui lui bloque l'accès à cette lumière. Donc, j'ai dû moi-même perdre l'accès à cette lumière pour, n'ayant pas accès à cette lumière, travailler à savoir comment regagner l'accès à cette lumière et ainsi pouvoir l'expliquer. Parce que même Bernard de Montréal n'a pas expliqué comment débroussailler le psychisme et ôter tous ces détritus qui nuisent à la circulation libre de la lumière. Donc, c'est ceci que l'humain doit faire. Donc, si on me demande, est-ce que l'ego peut accélérer l'évolution? Je peux dire oui, je peux dire non. Les deux veulent dire la même chose, puisque c'est l'ego qui ralentit son évolution à travers son inconscience, parce que cette inconscience permet aux entités de trafiquer donc la circulation lumineuse dans ces corps. Donc, l'ego peut arrêter de ralentir son évolution, ce qui revient au même qu'à accélérer son évolution. Donc, on ne jouera pas avec les mots, mais c'est ceci que nous faisons. C'est pourquoi nous faisons ces entretiens et pourquoi mon œuvre existe et bon, tout ça. OK. Donc, la question. Lorsque l'on pose une question, on décrit avec des mots le contour d'un ombrage dans notre psychisme et cet ombrage n'existerait pas si nous n'avions pas l'ensemble des formes qui collent à notre psychisme et auxquelles nous référons. Parce que étant habitué à penser sur le plan astral, puisque c'est le plan sur lequel tout ceci se produit, mais étant habitué à se focaliser mentalement sur le plan astral pour s'informer, mais c'est forcément par là que la lumière doit passer et elle est interceptée et trafiquée. OK. Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur « J'aime ce contenu » ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. Donc, c'est un gros problème, la question.
Donc, quand vous dites que quand on pose une question, on délimite les contours, je pense que vous avez dit de l'ombrage psychique, Oui. d'un ombrage psychique. Donc, cet ombrage, bon, il est le résultat, j'imagine, de ce que vous disiez, là, les diverses formes. Alors, si je prends par exemple la forme de la bonté, OK. et on dit qu'est-ce que la bonté? Mm-hmm. Là, déjà, l'on décrit que l'on a un ombrage qui a la forme de la bonté dans son psychisme. On ne comprend pas parfaitement le tenant et l'aboutissant du phénomène de la bonté. Et ce que ceci signifie, donc, dans une vision interdimensionnelle de ce phénomène, c'est que si on regarde la circulation interdimensionnelle de cette lumière, parvenant jusqu'au psychisme de la personne qui pose la question, on verra que il y a cette forme de la bonté qui est un peu en ombre chinoise devant l'œil mental de l'être. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que s'il pouvait regarder son esprit, il verrait un contour noir en forme de bonté et de la lumière tout autour. Donc, une éclipse de la bonté, si on veut. OK, et non une éclipse. OK, je comprends. Non, j'allais dire, et non une éclipse de la lumière. Ben, une éclipse de la lumière par la bonté. OK, très bien. Par cette forme. Donc, l'être étant en éclipse psychique, il tente de percevoir la bonté et il est dans l'ombre relativement à la bonté. Alors, il a une question. Ensuite, ce qu'il va faire à son grand désavantage, c'est qu'il va aller sur le plan astral, tenter de chercher de l'information. Oui, OK. Parce que c'est sa source d'information habituelle, disons. Habituelle et entérinée par l'habitude. Oui. Donc, étant toujours en relation psychique avec le plan astral, il va aller là, il va dire ah, bonté, ça ressemble un peu à générosité et à gentillesse et à ci et à ça. Il va tenter de faire des parallèles pour tenter, à partir de formes qui sont elles-mêmes sur le plan astral, donc qui ne sont pas parfaitement informatives, mais qui sont désinformantes en même temps qu'elles informent, tenter de s'informer. Et jamais il n'aura une réponse parfaite, claire et limpide, comme seul l'esprit peut en offrir une. OK. Parce que pour ça, il doit décoller son psychisme du plan astral, cesser d'avoir l'impression que c'est lui qui pense, commencer à réaliser que tout ce qu'il y a sur ce plan, donc tout ce qu'il y a au niveau du plan de la pensée, de la logique, de l'intuition, est fondamentalement faussé pour se tourner et donc décider de renier ceci pour tenter de s'informer directement auprès de son esprit. Et ceci, c'est un tour de force. Ce sont quelques mots, mais ces quelques mots représentent des opérations qui sont, pour l'humain moyen, d'une difficulté extrême. OK. Donc, la question vient parce qu'en quelque part, on ressent cet ombrage. Ben oui. Donc, cet ombrage crée dans l'ego l'impression d'un vide informationnel. Donc, je sais pas c'est quoi ça. Il me manque de l'information à ce sujet. Et la lumière, c'est ceci, c'est l'information à tous les sujets. Donc, si on laissait la lumière circuler directement, on saurait tout. OK, je comprends. Il n'y aurait pas de question puisqu'il n'y aurait pas d'ombrage et donc nul besoin de se questionner à l'extérieur. Disons, on irait voir dans sa propre lumière. Exactement. Pour avoir cette information, pour se renseigner, disons. Exactement. OK. Donc, mais à chaque fois qu'on pose une question justement en raison d'un ombrage et on va chercher une, entre guillemets, réponse, cette réponse-là, peu importe d'où elle vient, là, si on va la chercher, si on pose la question à quelqu'un, si on décide soi-même d'explorer la question, peu importe, ce qui va venir renchérir la force de la question, la force de cet ombrage, si on revient à l'exemple de la bonté, par exemple. Ben, pas nécessairement, et c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant de parler avec des gens qui ont ne serait-ce qu'un petit peu de communication directe avec l'esprit, comme par exemple ma personne présentement n'a qu'un petit peu de communication directe avec l'esprit. Et donc, c'est pourquoi c'est intéressant, parce que si on pose la question à un intellectuel, on aura une réponse purement intellectuelle, c'est-à-dire qui résulte exclusivement de
la dépendance psychique de l'humain issu de l'involution au plan astral et aux formes qui sont là afin de traiter l'information. Donc, nous aurons une réponse qui sera totalement imparfaite et qui probablement nous amènera à d'autres questions. Mm-hmm. Et c'est souvent ceci qu'on appelle le processus inquisitif ou, bon, peu importe comment on l'appelle, mais ce processus de raffiner le savoir. Mm-hmm. Mais on ne raffine pas le savoir, on raffine la connaissance et cette connaissance est toujours imparfaite parce que le savoir, lui, est absolu. Oui. Et donc, si on parle et qu'on pose des questions et qu'on parle à quelqu'un qui a de l'esprit et qui est capable, d'une façon ou d'une autre, de déjouer l'emprise du plan astral sur le psychisme humain en général et de s'abreuver un peu plus directement auprès de l'esprit, mais il pourra fournir une réponse qui est claire. Mm-hmm. Donc, une réponse qui est claire, ce n'est pas une réponse qui génère d'autres questions. C'est une réponse au bout de laquelle il y a un point qui est plutôt final. Un genre d'absolu. Oui, tout à fait. OK, donc il y a des, si on pourrait dire, des réponses, entre guillemets, objectives ou des informations objectives, en fait. Oui, des réponses absolues ou des informations objectives, c'est-à-dire que on parle de la bonté et on s'adresse à l'esprit et on a une réponse qui vient de l'esprit et qui convient parfaitement à notre question et on n'a plus de questions. Donc, il ne reste plus un iota d'ombre à ce sujet. En général, ça ne sera pas une réponse qui sera universelle, mais elle pourra être absolue. Ah, quelle est la différence? La différence, c'est qu'une réponse universelle, c'est une réponse qui sert dans tous les contextes. OK. Tandis qu'une réponse absolue, c'est une réponse qui répond parfaitement bien dans le contexte présent. OK. Mais donc, il me semble que c'est contradictoire. Mais une réponse absolue et parfaite, ça se peut. Absolue et universelle. Parce que vous avez dit universelle tantôt. Okay. Oui. Une réponse absolue et universelle, c'est possible. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mm-hmm. Donc, c'est possible, ça existe. Mais ça exige un allègement des corps qui n'est pas facile à envisager pour l'humain d'aujourd'hui. Donc, si nous revenons un peu dans les années 2020 et sur la planète Terre, nous pourrions parler d'une réponse déjà absolue, serait déjà une qualité de réponse absolument fantastique. Mm-hmm. Mais elle ne sera pas universelle. Donc, la personne qui reçoit, qui est en mesure de déclencher en elle une réponse absolue, par exemple, pourrait très bien être parfaitement satisfaite de sa réponse, mais un mois plus tard, elle rencontre une autre situation et qui est très différente, mais qui lui amène à se poser un peu la même question, un peu différemment. Et là, cette même personne pourrait recevoir une autre réponse qui est absolue sur un sujet qui est essentiellement le même, mais selon un contexte différent. Mais là, est-ce qu'on parle de raffinement du savoir? Oui et non, c'est-à-dire qu'on parle d'un psychisme qui n'a pas complètement arraché tous les détritus de forme qui collent à son psychisme. Ainsi, la réponse doit être contextualisée pour que l'ego puisse la percevoir et l'accepter. Alors qu'une réponse universelle et absolue serait trop choquante. Elle détruirait son psychisme. OK. Ça serait une vibration trop puissante. OK. L'édifice de son psychisme en serait trop ébranlé et l'être ne pourrait plus poursuivre son évolution telle qu'elle est planifiée. Donc, on ne peut pas. Okay. Donc, il y a des limites. Ces limites, ce sont les limites de l'ego. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, arracher des limites, c'est très, très bon. OK, mais comme vous dites, ça ne se fait pas généralement, en tout cas, de manière soudaine et complète, dans le sens où on y parvient progressivement. Et à un moment donné, ben, si je comprends bien, quand il n'y a plus de questions du tout, quand il n'y a plus d'ombrage, plutôt, il n'y a plus de questions. Voilà. Et voilà. Donc, la conscience créative, c'est une conscience qui est dans la lumière. Donc, dès qu'un être pense, il ne peut pas être créatif. Mm-hmm. Dès qu'un être a des questions, il ne peut pas être créatif. Parce que là, il se trouve à poser des questions au plan astral, ni plus ni moins. Ou en fonction du plan astral. OK.
Donc, il ne fait que renchérir cette structure-là. Oui, cette dépendance. Cette dépendance, oui. À un plan qui est assoiffé de lumière, mais qui ne lui permettra jamais, lui, d'avoir plein accès à sa lumière, puisque il se voue à ce plan qui détruit la lumière. Donc, la question sert l'astral. La question sert les deux. À peu près tous les phénomènes qui se produisent dans la vie de l'humain servent à la fois lui en tant qu'être en involution puis en évolution et le plan astral qui tente de le réduire et de le garder en esclavage perpétuel. Donc, les phénomènes en général servent les deux, c'est-à-dire que si un phénomène ne peut servir l'esprit, il est suffisamment intelligent et puissant pour empêcher qu'il se produise. OK. Et si un phénomène ne peut servir le plan astral, ben, les entités vont tout faire pour éviter que ça se produise. OK. Donc, il n'y a que l'intersection des deux, ou c'est surtout l'intersection des deux, qui se produit. C'est-à-dire que lorsque une entité, par exemple, a la faculté de vous saigner un peu de votre énergie, mais que votre esprit peut utiliser cette expérience pour tenter de vous éveiller un peu plus, là, cette expérience va se produire. Okay. C'est ce qui détermine comment une expérience se produit ou comment les événements de l'humain inconscient, donc les événements de l'existence de l'humain inconscient, comment ils sont créés. Donc, c'est pourquoi, avec les outils que nous avons développés, il est possible d'arracher de son psychisme ces formes qui donnent ce pouvoir au plan astral pour qu'il n'y ait de moins en moins d'événements qui sont requis par le plan astral et de plus en plus de liberté au niveau de l'esprit de générer les événements qui sont intelligents pour l'être. Vous dites que l'astral essaie de se nourrir de notre lumière, ou fait ça pour se nourrir de la lumière de l'être humain. Oui. Est-ce que l'astral essaie de comprendre aussi? Est-ce que c'est... Oui, les entités tentent d'évoluer vers le statut où elles seraient des bons véhicules pour cette lumière, pour pouvoir s'abreuver directement à elles. OK. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'une entité sur le plan astral ne peut faire autrement que de démembrer la lumière. Donc, elle voudrait s'abreuver à la source, mais s'abreuver à la source, pour ces entités, ça veut dire détruire la lumière. Okay. Et donc, la lumière ne cherche pas à être détruite, donc ce n'est pas son but. C'est pourquoi, d'ailleurs, elles doivent, ces entités, utiliser l'être humain comme intermédiaire, l'être humain qui est récipiendaire de cette lumière, mais qui, à cause de son inconscience, sert ces entités. Donc, c'est pourquoi l'humain est réduit en esclavage. Si elle pouvait un jour, d'une manière ou d'une autre, s'abreuver directement à la source, l'humain n'aurait plus son utilité pour elle et elle le laisserait tranquille. L'humain pourrait évoluer très rapidement, mais ceci, c'est impossible parce que les entités, donc le plan astral lui-même, de par ses principes constitutifs, détruit la lumière et, ce faisant, il s'en échappe une certaine chaleur sur ce plan de noirceur absolue qui est le plan astral. Et ainsi, à ce moment-là, cette espèce de chaleur les nourrit, ces entités, et elles peuvent l'utiliser pour se propulser, pour aller voir divers phénomènes sur leur plan et se donner l'impression d'être en vie, finalement. Okay. Et c'est ce à quoi ça sert. Ces entités sont dans un monde qui est mort et qui donc peuvent se donner l'impression de vivre à travers cette destruction de la lumière qui est vie. Si je reprends ce que vous dites, puis je l'applique à l'être humain. Quand un être humain pose une question, cette question délimitant cet ombrage, lui, ce qu'il ressent quand il croit avoir une réponse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un genre de... Quelle serait l'analogie avec la lumière, la chaleur? Est-ce que nous aussi, on reçoit une espèce d'équivalent de cette chaleur? Ou... Oui, vous savez, les entités sont très, 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 très compétentes à stimuler divers états dans le psychisme. Donc, la satisfaction d'avoir une réponse comme la jouissance sexuelle ou le plaisir de manger quelque chose de bon
tout ça, ce sont des choses qui peuvent être stimulées par des entités pour créer chez nous des comportements qu'elles choisissent. OK, mais si on revient à la question, au phénomène de la question en tant que tel. Oui. Qu'est-ce que l'humain en retient? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça lui donne d'avoir une réponse, soi-disant une réponse? Bon. Il faut comprendre ce qu'est l'inconscience. Mm-hmm. L'inconscience de l'humain signifie qu'il est un automate. Mm-hmm. Il croit qu'il n'est pas un automate. Il y a des gens qui vont entendre ces mots, vont dire, moi, non, je suis pas un automate, je décide mes trucs, blablabla, bla, 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 bla. Et ceci, c'est faux. Ce sont des automates. Je ne dis pas tous. Mm-hmm. Pas tous. Ni tout le temps. Ni tout le temps. Mais disons, si nous disons 99%, 99% du temps, nous ne sommes pas loin. Okay. Donc, si on regarde l'humanité selon cet ordre de grandeur, d'automatisme et d'esclavage et d'inconscience, à ce moment-là, ce qu'on peut réaliser, c'est que on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est soi-même qui pense, alors que ce sont des entités qui trafiquent avec les formes qui collent à notre âme, qui changent la configuration de la lumière qui pénètre jusqu'à notre conscience. Et on dit « je pense, donc je suis ». Et ensuite, elles traficotent encore un peu et elles disent « mais qu'est-ce que la bonté ?» Qu'est-ce que la signification profonde de la bonté, par exemple? Et ceci attire notre conscience vers les tréfonds du plan astral où la lumière, par exemple, puisque nous posons une question, la lumière va venir vers notre psychisme et elles pourront trafiquer encore, donc les positionner des formes au niveau de notre âme afin de recueillir cette lumière et pour recueillir l'énergie de la lumière lorsqu'elle est détruite en pénétrant sur le plan astral, pour se chauffer, pour se propulser, pour se donner l'impression de vivre. Donc, ce que ça donne à l'humain, c'est simplement l'expérience d'avoir l'impression qu'il a une réponse et ensuite une autre question. Mais a-t-il l'impression que d'avoir plus d'éclairage? Je veux dire, on peut... Il en a plus, oui. Non seulement il a cette impression, mais il en a plus. Le problème, ce n'est pas qu'il a plus d'éclairage ou qu'il en ait ou non l'impression. Le problème, c'est que tout ceci se produit parce que des entités le choisissent. Oui, je comprends. Et donc, ce qui se produit, si un être est, par exemple, logique, il aura une réponse, mais cette réponse sera incomplète. Tout de suite, il pourra dire, ah oui, mais dans tel cas, dans tel contexte, selon telle mesure, est-ce que ceci tient toujours? Et là, ceci, c'est une nouvelle question. Et là, il posera cette question, et là, il obtiendra une réponse, et là, les entités se délecteront de ceci et mettront un petit peu de plaisir dans son intellect pour le faire continuer à faire ceci, et il aura une autre réponse qui sera délicieuse pour les entités, quelque peu satisfaisante pour lui, mais qui lui permettra également d'avoir une question ultérieure. Et donc, cet ombrage psychique-là, à force qu'on pose des questions, si on revient à l'exemple de la bonté, cet ombrage, que lui arrive-t-il? Est-ce qu'il prend de l'expansion? Est-ce qu'il devient plus petit? Est-ce qu'il devient transparent? Est-ce que... Cet ombrage est tout à fait transitoire. Il n'existe que le temps de la question. Ah, OK. Ben, le temps de la question et de la réponse. Mais, et donc, si on a une réponse un peu partielle, alors l'ombrage sera transformé en une autre forme d'ombrage qui sera la nouvelle question. OK. Donc, la réponse fournira une illumination partielle et le psychisme étant essentiellement dans une noirceur très profonde, même une illumination très faible lui paraît, disons, très valable, très intéressante et c'est ainsi que ça procède. Donc, essentiellement, l'humain, dans son inconscience, il est télécommandé par les questions. Donc, j'ai une question, donc je cherche la réponse, je fais ce qu'il faut pour y répondre, et bon, c'est ainsi que les entités procèdent en grande partie. Il n'y a pas que la question, mais il y a le plaisir, la recherche du bonheur, entre guillemets. Bon, il y a plusieurs phénomènes, mais
la question, c'en est un des grands phénomènes. Mais tout cette espèce de mouvement, cette espèce de désir qu'on ressent, comme vous l'expliquez selon cet ombrage, dans le fond, c'est un vide qu'on essaie de remplir en essayant d'obtenir réponse à une question qui ne devrait pas exister, mais bon. Puisqu'elle existe, l'être, oui, l'être est dans un vide de lumière et il en ressent le besoin. Mm-hmm. Et c'est pourquoi d'ailleurs une entité peut faire à travers cette puce, si on veut, optique, faire briller une forme dans son psychisme de sa propre lumière à lui, à cet individu, et lui pourra, étant illuminé avec sa conscience de la lueur de cette forme, dire « Ah, voici la réponse. Mm-hmm. » Donc, c'est une forme qui, lui, de sa lumière, qui vient répondre à cette question, mais en général, si c'est intellectuel ou intuitif, la question ne disparaîtra pas complètement, elle sera remplacée par une autre. OK. Donc, on est un peu condamné à continuer à se poser des questions jusqu'à ce qu'on n'en ait plus, je veux dire. Puis on n'en a plus à un moment donné quand on parvient à, comme on dit un peu plus tôt, arracher les diverses formes qui font interférence entre la lumière et notre être. Précisément ça. Ouais. Donc, il n'y a pas moyen de cesser de souffrir de son ignorance sans arracher toutes ces formes qui collent à notre psychisme. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de ne plus pouvoir visiter une forme sur le plan astral, il s'agit de ne plus focaliser sa lumière dedans. Et ceci, ça s'apprend, mais pour apprendre ceci, il faut commencer à focaliser sur l'esprit au lieu de la forme sur le plan astral. Et bon, la façon la plus convaincante que j'ai réussi à développer, que j'ai réussi à apercevoir jusqu'à maintenant, c'est l'ego lui-même qui doit travailler pour arracher ces choses de son psychisme. Car s'il ne le fait pas, il est condamné à se questionner, penser, user de logique, user d'intuition, mais ne jamais vraiment accéder à la lumière directement. Mm-hmm. Donc, pour l'humain qui a une question, il n'a pas le choix d'avoir une question. Il est pris avec cette question. Mm-hmm. Donc, s'il a une question, il peut soit avoir une réponse inintelligente, donc une réponse sur le plan astral, ou une réponse plus absolue, plus vibrante, qui ne sera peut-être pas universelle parce que son psychisme ne pourrait pas le prendre, mais s'il a une réponse plus absolue, c'est une réponse qui vibre de l'esprit, donc vibre du domaine de la lumière et qui, ce faisant, peut facilement l'aider à syntoniser cette fréquence, cette vibration, qui est la vibration de l'esprit. OK. Donc une réponse plus absolue, ça peut être très utile pour l'être en évolution. Et donc, un être humain, justement, comme vous dites, en évolution ou en fin d'involution, a quand même une capacité de reconnaître cette vibration en quelque part, même si c'est pas parfaitement conscient. Certains l'ont. Nous avons à peu près 2000 abonnés à notre chaîne. Bon, ben, c'est sûrement 2000 personnes qui ont un peu cette faculté de réaliser lorsque l'esprit s'exprime. OK. D'accord. Je pense qu'il y aura encore certainement des choses à dire là-dessus. Mais merci pour ces éclairages.